Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter cet épisode 35, oui déjà 35, du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très intéressant, mais surtout sérieux. Oui, là, on va parler sérieusement. J'ai pour parler de ce sujet une invitée, Annie Prévost, une Canadienne, et ça, vous allez tout de suite l'entendre, avec qui on va parler du burn-out ou de l'épuisement. L'épuisement au travail, épuisement parental. Annie a vécu ce burn-out, donc elle sait très très bien de quoi elle parle. C'était il y a déjà plusieurs années, et aujourd'hui elle sait, elle ressent, elle a encore quelques séquelles en fait de ce burn-out. Donc dans cet épisode, on va vous donner les signes précurseurs, avant-coureurs de ce burn-out, pour vous dire attention là, peut-être qu'il est temps de faire quelque chose avant de foncer droit dans le mur et que ton corps te dise stop. Parce que c'est quoi ce burn-out, cet épuisement? C'est à un moment donné, votre corps n'a plus aucune batterie, plus aucune énergie pour se lever, pour se nourrir, pour répondre à ses besoins primaires de base. On va vous donner ces signes précurseurs et on va également vous expliquer comment sortir de ce cercle vicieux, comment réussir à soit ne pas tomber vraiment en burn-out, soit comment vous accompagner en fait pour vous remettre d'un burn-out. Donc, on vous le dit dans l'épisode, en cas de burn-out avéré, il faut, et là pour une fois je dis bien il faut, parce que c'est une obligation, être suivi par un spécialiste, par un médecin spécialisé. Vous avez des personnes comme Annie qui sont facilitatrices de changement, qui vous accompagneront également, mais elle vous le dit également dans cet épisode, avoir un accompagnement médical en cas de vrai burn-out, c'est indispensable. Donc prenez des notes. Si dans cet épisode il y a des choses qui vous titillent, vous rappellent ce que vous êtes, ce que vous faites, prenez garde et surtout prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous et comprenez vraiment qu'avec Annie, on veut juste vous prévenir et vous prémunir de ce mal dont on parle de plus en plus. Et elle vous donne également toutes les idées reçues, les fausses idées. Donc écoutez bien cet épisode, il est important pour moi, vraiment, réellement, et pour Annie également. Donc belle écoute et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Annie et merci mille fois d'avoir accepté de venir enregistrer ce 35e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter à ma jolie communauté. Allô, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. C'est vraiment la toute première fois que je participe à un podcast de France. Donc, j'ai une petite fébrilité en ce moment et je suis très, très heureuse de l'invitation. En fait, moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis facilitatrice de changement, coach, conférencière dans le domaine de la prévention de l'épuisement, spécifiquement auprès des femmes. Je fais ça vraiment depuis 2 ans. Je me suis réinventée moi-même suite à un burn-out et je me suis retrouvée à faire ce que je fais justement parce que c'est devenu une évidence pour moi que j'avais envie d'accompagner les femmes et de leur permettre peut-être de faire des prises de conscience qui m'ont pris un peu trop de temps à faire moi-même. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de l'accompagnement des humains, dans le domaine de l'intervention. J'ai travaillé avec différentes clientèles. Donc, j'accompagnais et j'enseignais aux éducatrices qui travaillent, l'équivalent pour vous, c'est les crèches, je crois, mais qui travaillent en éducation à l'enfance.
Donc, comme je disais, j'ai moi-même traversé un épuisement. J'ai dû me réinventer complètement. J'ai dû réapprendre à m'aimer, me réaligner. Et c'est ce qui m'a amené à développer des outils pour, comme j'aime dire, se calmer la mère Teresa, se remettre vraiment au cœur de nos priorités. Et ça m'a permis aussi de créer un programme d'accompagnement en ligne Ravive ton étincelle, dont je crois on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et c'est plus de 60 femmes maintenant que j'accompagne. Et honnêtement, les transformations sont tellement incroyables et pour moi, c'est vraiment précieux. Vous pouvez retrouver Annie, je vous mettrai bien sûr le lien de son compte Instagram qui m'a beaucoup, enfin qui me plaît toujours beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de demander à Annie de venir partager avec nous sa connaissance sur l'épuisement et le burn-out. Tu as dit ces deux mots dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un burn-out puisque bien sûr c'est le sujet du jour? Oui, définitivement, je crois que nos définitions peuvent être un peu différentes au niveau de nos deux pays. C'est pour ça que c'est important pour moi de peut-être distinguer certaines notions. Ici, en fait, le burn-out, on va plutôt parler d'épuisement de plus en plus. Et la première chose, c'est de dissocier vraiment ce qui est épuisement et dépression. Il y a beaucoup de lignes qui sont difficiles à tracer entre les deux parce que, bien évidemment, il y a des ressemblances dans les signes et même parfois, il y a une cohabitation entre les deux diagnostics chez une personne. Donc, quand je parle de burn-out, je parle vraiment d'épuisement. C'est lié à une suractivité, un épuisement généralisé. Ça peut être au niveau personnel ou professionnel parce que, bon, depuis longtemps, on associe ça au domaine du travail, mais de plus en plus, on observe vraiment le phénomène au niveau personnel et au niveau parental de plus en plus. Pas que ça n'existait pas avant, là, mais c'est beaucoup plus fréquent. En fait, pas forcément non plus que c'est plus fréquent, mais c'est mieux connu, donc on s'y intéresse de plus en plus aussi. En fait, l'épuisement, c'est le résultat d'un stress chronique. Et on le sait, de nos jours, le stress, hein, c'est, je pense, on dit souvent que c'est la maladie du 21e siècle et définitivement, c'est un stress persistant qu'on fait vivre à notre corps, qui fait en sorte qu'il produit continuellement les hormones du stress, adrénaline, cortisol. Cela, ça va vraiment tenir notre cerveau en alerte continuellement. Puis ça, forcément, à un moment donné, ce que ça amène, c'est une diminution des ressources parce que notre stress va surcharger vraiment notre cerveau. Puis, éventuellement, ça va nous amener à un épuisement qui est physique, qui est mental, qui est émotionnel. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le burn-out. Donc, c'est d'être, en fait, brûlé, vidé de nos ressources. On peut très bien être, par exemple, maman à la maison et se retrouver complètement vidé de nos ressources parce qu'on a de la difficulté à gérer notre stress et puis à concilier toutes nos responsabilités aussi. On est d'accord, un burn-out n'est pas que professionnel, ça peut être parental, familial, enfin il peut y avoir plein de choses, de cumuls qui font qu'on arrive là. Et sur le stress, juste parce que j'en ai déjà parlé, effectivement, le stress en soi c'est une bonne chose, parce que c'est un facteur d'alerte, mais quand c'est dans la durée, ce n'est plus une bonne chose. Exactement, oui. On cumule. Pour notre audience, juste utiliser le terme épuisement ou burn-out, pour nous, on est d'accord, ça en revient à la même chose. Et comment on arrive à cet épuisement? Tu as déjà donné des pistes et quels sont les signes surtout où il faut se dire attention, danger? En fait, on sait que ce qui nous amène de plus en plus à l'épuisement aussi, c'est la société de performance dans laquelle on vit. Hein, on a des standards de plus en plus élevés, on s'en demande vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de pression avec les réseaux sociaux aussi. On est beaucoup dans la comparaison. On espère un peu, au fond de nous, même inconsciemment, devenir un peu des super-humains. Et c'est ce qui amène éventuellement un déséquilibre entre les demandes. Donc, le déséquilibre, c'est entre ce qu'on se demande à nous-mêmes souvent ou ce que l'extérieur peut nous demander, les exigences au travail et les ressources qui sont disponibles, donc notre temps, notre énergie. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve au bout du rouleau et c'est là que la première sonnette d'alarme va s'activer. Il y a vraiment plusieurs façons que l'épuisement va se manifester et c'est faux de croire là, qu'il n'y a pas de signe avant qu'il soit trop tard. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui sont présents et je dirais que certaines personnes, par leur personnalité, sont plus à risque d'être en épuisement. Donc, on parle notamment de non-réponse aux besoins fondamentaux. Là.
sais, juste le sommeil, l'alimentation. Tu sais, j'aime bien reparler un peu de mon histoire parce que j'étais dans ça. Moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps au point où j'allais pas à la salle de bain. Je pouvais oublier complètement de manger ou de boire de l'eau pendant toute une journée parce que j'étais trop concentrée sur les choses que j'étais en train de faire. Donc, j'étais déconnectée de mon corps au profit du mental. Je poussais continuellement mes limites. Et ça, c'était directement relié à un désir de perfection, de performance dans tous les paramètres de ma vie. Et ça, c'est très présent chez les personnes qui vont se rendre jusqu'à l'épuisement, donc dans leur trait de personnalité. Une difficulté aussi à reconnaître quand ça ne va pas, tu sais, demander de l'aide. On veut rester forte, on veut être en contrôle. Donc, il y a tout ça aussi qui fait en sorte que, comme on ne va pas chercher de soutien, évidemment, éventuellement, on n'y arrive plus seul. On va retrouver aussi une fuite dans des comportements addictifs, donc essayer un peu d'oublier notre mal-être ou nos problèmes. On va avoir souvent de l'alcool ou des achats compulsifs. Ça paraît un peu moins, on s'en rend parfois un peu moins compte parce que ça n'a pas forcément d'impact sur les autres, mais tu sais, quand on ne se sent pas bien puis on a tendance tout de suite à aller sur Internet faire quelques achats, il y a le jeu, il y a le sport, il y a évidemment, ça peut être la caféine, hein, même les boissons énergisantes, ça peut être à différents niveaux, mais c'est vraiment une espèce de fuite. On n'a pas envie d'être à la maison ou on n'a pas envie d'être au travail. On essaie un peu d'enterrer notre souffrance. Et là, on va avoir plein d'autres signes au niveau des émotions, gestion des émotions, impulsivité, tu sais, une colère de plus en plus fréquente. Des fois, on va même se surprendre nous-mêmes. On va être en réaction face à des choses qui avant nous dérangeaient plus ou moins. Donc, on peut avoir des réactions qui nous apparaissent comme étant peut-être un peu extrêmes par rapport à la situation. Il y a évidemment, comme je disais, des lignes très, très minces entre dépression et épuisement. Donc, on peut avoir aussi humeur dépressive, se sentir plus pessimiste, avoir l'impression qu'on est capable de rien, qu'on est une mauvaise mère ou mauvaise dans notre domaine professionnel. Tout apparaît insurmontable. Il y a l'anxiété qui arrive aussi. On est un peu comme dans une overdose, là, complètement de tout, de la vie, de nos tâches. On a envie de rien. Et l'extrême de tout ça, et c'est là que moi, personnellement, je me suis rendue, c'est vraiment lorsque le corps en a tellement assez qu'il arrête de fonctionner. Donc, c'est l'épuisement physique total, difficulté à sortir du lit, une lourdeur, perte d'appétit, trouble du sommeil, insomnie. Donc là, on n'arrive plus à fonctionner. Le corps est vraiment au bout de ses ressources et il tombe en mode survie, littéralement. Ça, c'est vraiment l'extrême. Mais du coup, voilà, si pour l'audience qui nous écoute, quels sont vraiment les petits signes du quotidien qui peuvent les mettre sur la voie de... Tu as parlé de cette humeur un petit peu des fois, on a l'impression que voilà, on ne se reconnaît pas. Pourquoi je me suis énervée comme ça? Des difficultés à s'endormir, à dormir, des choses comme ça. Des pertes de motivation, des choses qu'on aimait avant et que là, soudainement, ça ne nous intéresse plus trop ou on n'a pas envie. Beaucoup de procrastination, difficulté à se mettre en action, se mettre à pleurer beaucoup aussi. Donc, l'émotivité vraiment va prendre beaucoup, beaucoup de place. Je dirais que ce sont des petits signes qui peuvent nous aider à en prendre conscience. Avant d'arriver... Quand les gens nous le reflètent aussi, les gens vont nous dire plus souvent qu'on a l'air fatigué ou qu'on est différente ou qu'on n'a pas la même énergie. Donc ça, ce sont tous des éléments qui nous amènent à peut-être devoir se poser plus de questions aussi pour comprendre ce qui se passe. Prenez garde aussi, parce que quand on en arrive là où tu en es arrivé, on met des années et des années à s'en relever. Voilà, donc prenez vraiment garde à ces petits signes que tu viens de citer pour justement éviter d'arriver au maximum, vraiment à l'épuisement où vous ne pouvez plus sortir de votre lit. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on fasse un point sur tout ce qui est fausse croyance autour du burn-out, les mythes, quoi, tout ce que l'on dit qui est faux. J'adore ce sujet parce qu'on va se le dire, il y en a beaucoup. On ne va pas tous les aborder aujourd'hui. On aurait pu, je pense, faire un épisode complet juste sur ça. Et je dirais que ce sont ces mythes-là, ces fausses croyances-là qui font en sorte qu'on a un peu honte d'en parler ou même de le nommer ou de demander de l'aide. Et c'est pour ça que c'est important de l'aborder pour
stopper la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à cet état d'épuisement-là. Donc, un des premiers mythes, c'est que ça touche autant les hommes que les femmes. Et là, il n'y a rien de sexiste dans ce que je vais dire, mais c'est faux. Ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est démontré. Et pour plusieurs raisons, à la base, à cause de notre façon de gérer notre stress et de réagir aux situations. Donc, les femmes ont tendance à s'épuiser plus émotionnellement que les hommes et plus rapidement parce qu'elles agissent beaucoup par instinct, donc dans leur façon de résoudre les problèmes. Les femmes aussi, dans beaucoup, beaucoup de cas, vont subir une pression supplémentaire au niveau professionnel encore aujourd'hui et au niveau de la charge mentale, toute la charge familiale qui repose souvent sur les épaules de la femme. J'ai bien l'impression que c'est pareil en France, mais Je encore, oui. oui. Donc, on en parle beaucoup de cette fameuse charge mentale-là, hein, de devoir retenir toutes les informations utiles en lien avec la famille. Et même des fois, on n'a pas d'enfants, puis on est un peu responsable de beaucoup d'informations pour notre conjoint, ou même pour notre famille rapprochée, donc les rendez-vous, les événements, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit gérer, qu'est-ce qui doit être réparé, on tient des listes. Et c'est toutes ces petites décisions quotidiennes-là qui finissent par venir drainer l'énergie aussi, décider ce qu'on va manger, qu'est-ce que les enfants vont mettre comme vêtements. Et tout ça, ça paraît simple, anodin, mais additionné ensemble, ça demande beaucoup de ressources. Et c'est ce qui fait en sorte que, oui, les femmes sont plus fragiles à l'épuisement. Un autre mythe? Le numéro 2, en fait, bon, on croit aussi beaucoup que l'épuisement, c'est un phénomène un peu à la mode, là, que c'est nouveau, que c'est récent. J'ai même déjà entendu des gens dire, tu sais, les générations d'aujourd'hui sont paresseuses, ils sont moins travaillantes et c'est pour ça aujourd'hui, bon, c'est un peu une espèce de forme de paresse d'aller parler d'épuisement. Ça me fait toujours un peu sourire, là, parce que les premières recherches vraiment approfondies sur l'épuisement, le burn-out, datent du milieu du 20e siècle. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, là. C'est pas nouveau. C'est juste que c'était très tabou, tout ce qui était santé mentale, et même encore aujourd'hui, c'est tabou. Donc, c'est pas parce que c'était pas que les gens osaient pas en parler que ça n'existait pas, bien évidemment. Tu sais, notre corps a toujours eu le même nombre de ressources, hein. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on est amené à cause de ce que je parlais tantôt aussi, cette espèce de société de performance dans laquelle on grandit, fait en sorte qu'aujourd'hui, on nous en demande encore plus. Et avec les technologies aussi, on est sursollicité. Là, on amène le téléphone à la maison, les courriels, on sent qu'on doit être dans une hyper-disponibilité continuellement. Donc, c'est ça qui a exacerbé ce qui existait déjà avant. Aujourd'hui, c'est simplement la façon dont on fonctionne maintenant aussi. Le mythe numéro 3, c'est qu'il faut forcément être surchargé de travail. Donc, il faut avoir un emploi, tu sais, des grosses responsabilités, il faut être cadre ou il faut avoir vraiment un train de vie très, très chargé pour avoir un burn-out, un épuisement. Mais on découvre de plus en plus qu'il existe même un épuisement par ennui. Et on le voit, par exemple, chez les fonctionnaires, chez les gens qui ont des emplois très répétitifs. Donc, ou même au chômage, parce que les gens ont une perte de repères, ils se sentent moins utiles. Il y a comme un petit peu comme un hamster dans sa roue, là. À un moment donné, c'est redondant, c'est toujours la même chose et la personne finit par s'épuiser à force de faire des tâches répétitives. Elle ne se sent pas valorisée, elle n'a pas l'impression que ça lui permet de se développer et tout. Donc, c'est ce qui va amener aussi un épuisement. Donc, il faut arrêter de croire qu'une mère à la maison ne peut pas s'épuiser parce que, travaille pas très fort finalement. C'est quelqu'un qui ça n'a n'a pas d'enfant. rien à voir avec la quantité de tâches, en fait. Absolument rien à voir. Ça a plus rapport avec le stress, comme on a parlé tout à l'heure. En France, on parle, il y a le burn-out, le burn-out et le bore-out. Bore-out, oh yes. Oui, exactement. Ouais. Et ça s'en vient, tu sais, puis tout ça, ça reste un épuisement parce que c'est le corps qui épuise ses ressources. Donc, voilà. Et on n'est pas là pour juger de ce qui apporte une personne à se retrouver dans cette situation-là. Absolument pas. Tu sais, c'est notre capacité à gérer notre stress, c'est la façon dont on a appris à le gérer aussi qui nous amène dans des situations comme ça. Puis la bonne nouvelle, c'est évidemment, ça se réapprend et on peut s'en sortir. Le dernier mythe que j'avais envie d'amener aussi, c'est que ça prend simplement une semaine de vacances. Prends des vacances, ça va aller mieux quand tu vas revenir ou tu prends une semaine et puis, tu sais, on voit ça souvent où
les employeurs, le parti patronal va dire, bon, mais tu sais, tu as peut-être juste besoin d'une semaine et tu reviens après. Et les attentes de guérison sont souvent irréalistes. On s'attend à ce que la personne aille mieux en très peu de temps, puis on va en parler après. Ça demande du temps, tu l'as dit tout à l'heure aussi. C'est quelque chose de persistant, c'est quelque chose de profond quand on se rend jusque-là. Donc, c'est vraiment important. Oui, oui, la personne a besoin de repos et de vacances, on s'entend, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis en fait, c'est même pas des vacances. Il n'y aura pas vraiment de plaisir. Ça devient tellement un mode survie que tout ce qu'on veut, c'est dormir ou on arrête de fonctionner. Donc, tu sais, vacances égale plaisir. Et selon moi, se remettre d'un épuisement, c'est pas une partie de plaisir, là, mais vraiment pas. Non, surtout quand on est arrivé à cette limite, tu dis vraiment, quand tu dis l'épuisement, c'est le côté je ne me lève plus. Et pour certaines personnes, comprendre que même avant d'arriver jusque-là, une semaine de vacances, c'est pareil, ça ne va pas suffire. Il faut anticiper, il faut vraiment changer son mode son quotidien, sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'agir. Et quand vous vous rendez compte que, parce qu'on va vous parler après de comment se reconstruire après un épuisement, mais faites-le aussi avant d'arriver à cet épuisement. C'est important. Définitivement. C'est tellement dur après. Ah oui, définitivement. Puis, tu sais, on dit même souvent qu'être en vacances est épuisant. Pas faux. Donc, tu sais, quand on organise des voyages et tout ça, donc, tu sais, c'est pour ça que l'association avec les vacances est très malsaine, selon moi. Donc, ça demande un temps de guérison comme pour n'importe quelle affection physique, là. Donc, Maladie, ouais. C'est une maladie et on a besoin vraiment de redonner à notre corps ce dont il a besoin pour se reconstruire, pour reconstruire notre réserve d'énergie. Et comment on fait alors? Parce que c'est vrai que souvent, moi, je dis en tant que coach que je ne suis pas la mieux placée, je ne suis pas la personne qualifiée, enfin, en France, on va dire ça comme ça, pour aider quelqu'un à se relever d'un burn-out. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant, voilà, je veux être coachée, voilà, je viens de faire un burn-out, moi, je vais personnellement la renvoyer vers un spécialiste parce que je ne suis pas, moi, spécialiste. Mais je sais que toi, c'est quelque chose que tu fais depuis des années, que tu travailles et pour être passé par là, c'est la différence. Moi, je ne suis pas passée par là. Tu peux guider et aider à se reconstruire. Comment tu fais après un burn-out pour te relever? Pour faire suite un peu à ce que tu dis, oui, effectivement, je peux accompagner des femmes à se relever de l'épuisement, mais ça demande un soutien professionnel à différents niveaux, notamment un soutien médical, et c'est tellement important. Se relever d'un épuisement, ce n'est pas quelque chose, comme on a dit, qui prend une semaine ou deux. Bon, évidemment, ça va dépendre jusqu'où on se rend. On le dit depuis tout à l'heure, plus tôt on peut prendre les signes au sérieux et passer à l'action, plus rapide sera la guérison, bien évidemment. Mais lorsqu'on se rend à l'extrême, ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour se remettre vraiment physiquement et émotionnellement. Et la partie émotionnelle est importante ici parce qu'on a tendance à la négliger. Et c'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont retomber. Donc, ils vont se relever et ils vont refaire un autre épuisement parce qu'ils n'ont peut-être pas abordé cette partie émotionnelle qui est tellement importante de qu'est-ce qui nous a amené à se rendre jusqu'à l'épuisement. C'est quoi notre système de croyances, nos habitudes de vie qui peuvent nous amener éventuellement à cet épuisement-là. Et tout à l'heure, tu parlais, bon, d'attendre, de ne pas attendre trop longtemps parce qu'on peut garder des séquelles permanentes du burn-out. Et ça, c'est important d'en prendre conscience que plus tôt on agit, le mieux c'est. On peut garder des séquelles au niveau de l'état de fatigabilité, les troubles cognitifs même, atteindre de la mémoire, de la logique, de la concentration. Donc, le plus tôt sera toujours le mieux. Et ça, c'est super important parce que on peut comparer l'épuisement un peu à une batterie de voiture. Une fois qu'on l'a vraiment, vraiment vidé, mis à zéro, ça lui prendra toujours un petit peu plus de temps pour se recharger. Et le défi est là, c'est que lorsqu'on est en période de reconstruction, on doit définir des nouvelles balises. Et c'est ça le plus difficile parce qu'on voudrait fonctionner comme on a toujours fonctionné. Donc, très rapidement, dès qu'on a un petit peu d'énergie, on a tendance à se mettre en action, puis bon, comme des petites abeilles, puis finalement, on se rend compte que ça se vide beaucoup plus vite qu'avant. Et là, à chaque fois, c'est encore plus long revenir à un niveau convenable d'énergie. Donc, il faut redéfinir des nouvelles balises. C'est tellement important. Accepter que notre corps, pendant un certain temps, va fonctionner différemment. Et pour ça, il faut vraiment revenir à la base, la fameuse pyramide de Maslow.
dont on parle tout le temps, mais qui est tellement importante. La base, c'est quoi? C'est les besoins de base. C'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est donner à notre merveilleuse machine qui est notre corps ce dont elle a besoin pour fonctionner. Donc, c'est notre priorité absolue de se reposer. Et je sais que ce n'est pas toujours évident parce qu'on essaie d'aller dormir, par exemple, et là, on a la tête qui tourne, on a plein de pensées et tout ça, mais reste que ça demeure notre priorité absolue. On doit toujours avoir ça en tête. Est-ce que cette action-là va me permettre de me recharger ou est-ce que ça va me demander de l'énergie? Et on doit devenir en mode préservation au maximum. Donc, on préserve notre énergie, on l'utilise au minimum pour donner une chance à notre corps, évidemment. Puis pour nous aider, tout ce qui est hygiène de vie, observer un peu à quoi ressemble notre hygiène de vie, nos habitudes, pour nous aider là, à refaire notre réserve. Donc, tu sais, des fois, on va penser activité physique, c'est pas bon parce que justement, ça demande de l'énergie, mais c'est très aidant, ça aide, mais encore là, il faut faire attention. Il ne faut pas être dans une activité physique de performance, mais plus simplement d'activer notre corps. Donc, ça peut être d'aller marcher, d'aller nager, mais pas se mettre une pression supplémentaire, par exemple, d'atteindre telle ou telle performance dans notre activité physique ou se mettre une pression de le faire tant de fois par semaine. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus chercher à performer notre réhabilitation, notre guérison. Hein, parce que ça, je le vois souvent. Tu sais, ce qui nous amène dans l'épuisement, c'est souvent une espèce d'attitude un peu perfectionniste, hyper performante. Donc, je vois beaucoup de mes clientes qui cherchent même à hyper performer leur guérison. Ils veulent que ce soit rapide, efficace. Ça, je le vois, là, c'est j'ai objectif, dans 6 mois, je suis relevée et j'y vais. Exactement. Ah, puis même, tu dis 6 mois, moi, j'ai vu des... Moi, je veux que dans 1 mois, tu sais, je suis retour au travail et ça fonctionne. Et là, souvent, c'est de venir recadrer un peu cette croyance-là et de faire comprendre que, regarde, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, puis ça ne sera pas juste physique. Comme je disais tout à l'heure, il y a toute la rééducation au niveau de la gestion du stress, l'accueil des émotions. Parce qu'il y a une accumulation qui s'est faite là, pour se rendre jusqu'à l'épuisement. Une accumulation de stress, une accumulation d'émotions qui ne sont pas très utiles, donc de colère, de frustration, de honte, de culpabilité qu'on accumule avec le temps et qui, à un moment donné, prennent de nos ressources, prennent de notre énergie. Donc, rééducation. Et oui, c'est vraiment le bon mot, réapprendre à gérer son stress, accueillir les émotions, éviter l'accumulation, se donner le droit, se foutre la paix un peu et se donner le droit d'avoir des émotions qui sont peut-être plus sombres. C'est OK d'être en colère. Le problème, ce n'est pas d'être en colère, c'est la façon dont on exprime notre colère. Donc, c'est d'apprendre à laisser place à cette émotion-là pour lui donner de l'espace et l'adresser de façon saine et non pas de l'étouffer à l'intérieur de nous, puis après ça, d'avoir une accumulation qui va se transposer dans notre corps, forcément. Donner le droit à nos pensées négatives d'exister parce que moi, je vois de plus en plus, et les réseaux sociaux contribuent à ça, mais je vois de plus en plus un discours très toxique, hein, la fameuse positivité toxique où on se dit tout va bien aller, en quelque part que c'est presque mal de ne pas être optimiste ou d'avoir des pensées négatives, alors que fondamentalement, le cerveau humain, c'est normal qu'il ait des pensées négatives. Mais nos pensées ne nous définissent pas. Donc maintenant, c'est d'apprendre à ne pas s'accrocher à ces pensées-là, mais d'accepter qu'elles existent et que c'est sain qu'elles existent et que c'est normal parce que certaines de ces pensées-là vont nous sauver la vie. Tu en as parlé tout à l'heure. Un certain stress, un certain niveau, des pensées qui vont nous dire « fais attention à ci » ou « fais attention à ça », bien, parfois elles vont être utiles, parfois elles ne seront pas utiles. Donc, plutôt que de parler de pensées positives ou négatives, moi, j'aime bien dire pensée utile, pensée inutile. Est-ce que ça te permet d'avancer, cette pensée-là? Est-ce qu'elle te rend service? Oui. Alors, parfois, elle peut être négative dans la forme, mais elle peut être utile, par exemple, dans ta vie. Et c'est de prendre conscience aussi de plus en plus de ce qui nous gruge de l'énergie dans nos décisions, notre façon de prioriser nos actions, nos relations. Hein, parce que ça, c'est le bout qu'on néglige. Hein? C'est nos ça, les relations. Autres. Oui, les autres. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous
qui nous font sentir mal, avec qui on n'est pas bien, des relations qui nous demandent beaucoup d'énergie, mais qu'il n'y a pas de retour. Jamais. Donc, évidemment, il y a tout un apprentissage à dire non, à mettre ses limites, à exprimer ses besoins, apprendre à se responsabiliser aussi, à dire ce dont on a besoin. Et ça, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que l'accompagnement devient important parce que ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel. Et si on a appris dès l'enfance à taire nos besoins, à dire oui à tout le monde, si c'est le modèle qu'on a eu, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre du jour au lendemain, là, de dire non aux gens, parce qu'on a beaucoup de culpabilité qui va être associée à ça, aux enfants, aux conjoints et tout ça, là. Toutes ces injonctions, on appelle ça aussi des drivers, se fait plaisir, sois parfaite, etc., qui sont ancrés en nous. Hein. C'est marqué au fer rouge. Définitivement. Oui, puis nos parents, la société, mais aussi c'est transgénérationnel. Parfois, c'est des générations et des générations et des générations de sacrifices qui fait en sorte que pour nous, c'est normal. C'est comme ça. Et on ne re-questionne pas cette façon de voir la vie. Mais quand on vit un épuisement, on n'a pas le choix. Pour se reconstruire d'un épuisement, on doit tout re-questionner. On doit aller creuser en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là. Parce que si on ne le fait pas, naturellement, rapidement, on va revenir dans nos patterns. Et moi, je l'ai fait. Moi, je suis rapidement retournée au travail, j'ai performé ma guérison et boum, rechute. Et c'est là que j'ai fait, bon, là, il y a forcément des questions que je ne me suis pas posées. Est-ce que je suis dans le bon milieu? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Qu'est-ce qui amène cette frustration-là? Quels sont les sentiments qui m'amènent à me sentir si mal? Donc, à aller voir, est-ce que je suis en alignement avec mes valeurs? Est-ce que je les connais déjà, mes valeurs? Est-ce que je me suis même juste posé la question? Les valeurs. J'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur les valeurs, tu vois, comme quoi on est raccord. Fantastique, mais oui, c'est tellement fondamental, puis en même temps, on n'en parle tellement pas. On n'enseigne pas ça aux enfants, là. Ça change continuellement, c'est en évolution dans notre vie, donc on doit re-questionner. Est-ce que ce qui est important pour moi a changé avec les années? Quand on n'a pas d'enfants versus quand on devient mère, nos valeurs vont changer aussi. Il va y avoir des transformations qu'on doit réadresser. On doit réapprendre à se connaître continuellement et se poser les bonnes questions. Et mon approche est beaucoup basée là-dessus. Tu sais, ce n'est pas de te donner une marche à suivre. Bon, voilà, pour guérir d'un épuisement, tu dois faire étape 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu es guéri, tu retournes au travail et tout va bien. C'est réapprendre à se poser les bonnes questions parce que les réponses de chaque personne vont être complètement différentes. Il faut creuser, comprendre qu'est-ce qui amène là et il faut adresser à la base l'environnement de la personne, qu'est-ce qui peut être toxique autour d'elle, ses habitudes, sa façon de prendre des décisions, d'être en relation. Donc, il faut re-questionner tout ça pour pouvoir permettre cette reconstruction-là. Et j'aime bien dire retomber en amour avec soi, se reconquérir son identité, se donner le droit, en fait, d'être qui nous sommes, parce que souvent, quand on se rend dans un épuisement, c'est qu'il y a beaucoup de couches, beaucoup de couches, beaucoup de masques qui ont été mis sur cette identité-là, sur cette nature profonde-là. On a caché beaucoup de choses, on s'est mis à jouer certains rôles aussi pour plaire ou pour réussir, et c'est exactement tout ça accumulé qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient impossible de fonctionner parce que juste le fait de ne pas être soi-même demande de l'énergie tellement. Et à ça, j'ai envie juste... Quand j'étais dans ma période où ça m'a pris environ 2 ans juste pour reconnaître mon épuisement, c'est pour ça que je me suis rendue vraiment dans l'extrême. Mais alors que j'étais dans ma tête à moi, presque dans le pire, là, à quelques semaines de vraiment m'arrêter, une étudiante, parce que j'enseignais au collégial, une étudiante m'a dit « Annie, je ne sais pas comment tu fais pour être toujours souriante comme ça et tu sais, la vie a tellement l'air facile pour toi. » Et quand elle m'a dit ça, dans ma tête, ça fait « Je ne peux pas croire qu'elle voit ça de moi à l'extérieur quand à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que tout s'écroule, là, que vraiment, genre, je suis la pire des personnes et que tu sais, ça ne va pas, là. » Donc, cet effort que ça me demandait de faire semblant,
et d'être ce que cette personne-là percevait contribuait grandement à ma déchéance, là. Et vraiment, et c'est une psychologue qui me l'a fait réaliser aussi, de dire comme ne pas être toi-même est tellement exigeant, tellement demandant, tellement épuisant, faire semblant de bien aller aussi. Donc, la première étape dans la reconstruction, c'est de reconnaître, c'est de prendre conscience et de dire, OK, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de m'arrêter pour me re-questionner aussi. Ça en fait pas mal des choses. Si je récapitule à ce que tu viens de dire sur les choses importantes, après, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, se concentrer sur la base de la pyramide de Maslow, qui sont nos besoins primaires, se nourrir, se laver, dormir, mettre en place des balises, donc peut-être des routines, des comportements cohérents et faire attention à ceux qui sont consommateurs d'énergie. Ça peut aussi être faire du tri un peu dans son entourage et ne s'entourer que de personnes qui attirent le positif. Accueillir ses émotions, identifier, comprendre et aussi chercher à comprendre ce qui nous a mené à cette extrémité ou si on n'est pas arrivé jusqu'au bout à ce stress chronique et se reconnecter à soi. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est merveilleux. C'est une petite étape à la fois. C'est tellement la clé dans le processus. Et si tu me permets de donner un petit truc que j'aime bien enseigner et qui nous ramène justement dans l'importance d'y aller une petite étape à la fois, un petit pas à la fois dans notre processus, c'est d'avoir un vase ou un contenant quelconque dans lequel, chaque fois qu'on fera un petit geste, une petite action qui nous fera du bien, et ça inclut même prendre une douche, ou juste manger une collation, ça compte. On va aller y déposer un petit objet. Ça peut être des billes, des sous, peu importe, un caillou, peu importe. On va aller y déposer ça à l'intérieur pour remplir graduellement notre vase qui va un peu symboliser notre réserve d'énergie et de voir que chacun de ces petits gestes-là, aussi banals qu'ils puissent paraître à la base, contribue à augmenter cette réserve d'énergie-là. Et je trouve que cette image-là, elle est tellement forte et puissante de voir ça monter graduellement et de dire, OK, je vais arrêter de me taper sur la tête et de penser qu'il faut que je fasse toujours des grandes choses pour m'en sortir, mais chaque petit geste est tellement, tellement important. Un petit pas après l'autre. C'est même si, moi j'en parle, hors burn-out, de toute façon, pour atteindre ses objectifs, c'est pas à faire des pas de géant. C'est une petite action, un petit geste après l'autre et on avance et c'est comme ça qu'on construit la vie que l'on veut se construire. C'est pas en changeant du jour au lendemain les choses. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait, bon, évidemment, on a fait le tour. On aurait pu en parler, je pense, pendant des heures. Mais je pense que c'est déjà un bon début et juste de se rappeler que c'est OK, que c'est peu importe comment vous vous sentez en ce moment, au moment où vous écoutez cet épisode-là, c'est OK. Et c'est la première étape, c'est de reconnaître que c'est OK. Avant de terminer, j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton accompagnement, donc qui est quand même bien particulier, qui s'appelle Ravive ton étincelle, et il porte très bien son nom. Je veux juste que tu nous dises une petite explication de ce que tu fais dans cet accompagnement. Oui, en fait, j'ai créé Ravive ton étincelle il y a un peu plus d'1 an, à l'image de ce que j'aurais aimé moi-même retrouver sur mon parcours lorsque je me suis épuisée. Il n'y a pas tant de ressources. Je ne sais pas par chez vous, mais ici, c'est un peu difficile de trouver des ressources. Donc, j'avais envie d'offrir un peu une espèce de coffre à outils qui ne te donne justement pas de recettes magiques, mais qui te permet d'apprendre à te poser des bonnes questions. Donc, c'est un programme d'accompagnement en ligne. J'ai d'ailleurs des femmes en France, des femmes de partout dans le monde aussi qui en font partie. C'est un peu comme une formation. Donc, évidemment, il y a des vidéos, il y a des contenus où on apprend des choses. Il y a des audios, des outils concrets qui sont enseignés. On travaille sur toutes les sphères parce que c'est tellement important. Donc, sur le personnel, le professionnel, le relationnel et l'organisationnel. Donc, on vient mettre en place des ressources, trouver les bonnes ressources pour chacune. Il y a beaucoup de réflexions personnelles aussi. Il y a des exercices concrets à faire. Donc, tout ça est sur la plateforme. Ça vient avec une communauté aussi qui est tellement importante parce qu'on ne se sent plus seul. En fait, de pouvoir vibrer avec d'autres femmes qui ont traversé un peu les mêmes étapes, qui ont des obstacles similaires dans leur vie, même si elles sont différentes, eh bien, ça fait vraiment du bien. Donc, la communauté, il y a des appels à tous les 2 semaines où on échange, on partage et ça aussi, ça fait du bien. Donc, c'est un accès à vie.
Donc, une fois que tu fais partie de cette communauté de Ravive ton étincelle, tu y es pour toujours, si tu en as envie, bien sûr. Et parce que je crois vraiment que c'est un chemin de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle en 3 mois, c'est un chemin de vie. Et c'est comme ça que j'ai créé ça. Et je me suis entourée d'expertes dans tous les domaines, naturopathes, kinésiologues, sexologues, donc des professionnels pour aborder des choses un peu différentes et d'une autre façon que moi, parce que justement, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Alors, c'est ça, c'est un programme évolutif qui va continuer de grandir continuellement. Et à travers ça, il y a la possibilité, évidemment, d'avoir aussi des accompagnements privés. Il y a des ateliers de groupe, il y a différents événements qui sont organisés. Alors, ça fait un peu le tour du concept là, autour de ça. Et là, il y a plus de 60 femmes en 1 an qui ont rejoint la communauté. La communauté, c'est... Moi, je le vois avec mes accompagnements de groupe ou le cercle des pépites. Le pouvoir d'un groupe, le pouvoir de se trouver entouré, de se rendre compte quand je fais des coachings de groupe, de dire « Ah, mais elle a ce problème, je l'ai connu, je le connais, et je ne suis pas toute seule à le vivre. » Ou d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette problématique, qui vont l'apercevoir d'une façon différente, qui vont apporter un regard autre, sans jugement. Qu'est-ce que les femmes, moi je trouve, et je les remercie aujourd'hui, sont ultra bienveillantes entre elles. Pas avec elles, on est d'accord, mais entre elles. Je trouve ça, moi à chaque fois, quand je les entends se confier, déjà d'une se confier, et que j'entends les autres guider, aider, accompagner sans jugement, rien, je trouve ça tellement beau et tellement magique, le travail en groupe. Voilà, pour moi, Absolument. c'est indispensable de travailler en groupe aujourd'hui. J'y crois fondamentalement. Je pense que ça fait toute la différence aussi dans le processus de reconstruction, d'être accompagné, d'être entouré de gens qui comprennent notre réalité parce que ça peut être très difficile de vivre tout ça quand on a des personnes autour de nous qui ne comprennent peut-être pas notre souffrance ou qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre. Alors, je pense que ça fait toute la différence aussi. On en a donc terminé avec cet épisode sur l'épuisement et vraiment, je tiens juste à rappeler et à tirer cette sonnette d'alarme. N'attendez pas, mais vraiment, vraiment, n'attendez pas d'en arriver au point où vous ne pouvez plus sortir de votre lit. Pensez à vous, pensez à votre famille, à vos enfants, à ce que vous voulez. Vous pouvez aujourd'hui prendre le temps de courir partout pour vos enfants, etc. Mais le jour où vous êtes en burn-out, vos enfants, vous n'êtes plus là pour eux non plus. Je ne sais pas si toi, tu avais tes enfants à cette époque-là, mais je pense pour une maman, oui, de se retrouver alité, ne pas être capable de s'occuper de ses enfants, ça doit quand même être hyper culpabilisant. oui, vraiment. Ils étaient jeunes en plus, mais en même temps, ça a été mon moteur d'action parce que tout au long de mon cheminement, je pensais à ce que j'allais leur léguer et le message que j'allais leur envoyer. Et ça a été vraiment très, très aidant pour moi à la fois, ça a été un défi au niveau de la culpabilisation, mais en même temps, ça a été aussi une motivation de me dire, ce sont 2 filles, et de leur dire que j'allais leur transmettre, que j'allais leur montrer que c'était OK d'être vulnérable et que c'était OK de demander de l'aide et de nommer les choses. Alors, ça s'est fait sans tabou et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus grandes et elles savent très bien ce que j'ai vécu et il y a des mots qui ont été mis sur ça. Donc, il n'y avait rien de caché à travers tu en as fait presque une force, on va dire ça comme ça. Je le vois comme ça aussi. Merci Annie. Donc, vous pouvez retrouver Annie sur son compte Instagram, tu me dis si je me trompe, Annie Prévost au jour le jour. C'est bien exact, ça. point au jour le jour, mais bon, si on cherche juste au jour le jour, on me trouve. De toute façon, je vous mets le lien dans le descriptif, comme je vous mets le lien dans le descriptif des liens d'Annie si vous voulez aller voir son accompagnement, ce qu'elle peut vous proposer. Parfois, je sais que tu fais des événements gratuits, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je suis certaine que son compte Instagram va beaucoup, beaucoup vous plaire. Merci beaucoup Annie, je te laisse avoir le mot de la fin. Merci à toi énormément. Puis, comme dernier mot, j'ai juste envie de vous dire le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est littéralement d'apprendre à vous foutre la paix. Je vous le dis, retenez-le, c'est important. Vous le méritez. Encore merci à Annie pour toutes ces jolies, jolies pépites qu'elle nous a livrées. Donc, je voudrais juste finir cet épisode en vous rappelant, en vous redisant, enfin, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais c'est hyper important que vous compreniez que le burn-out, ce n'est pas rien, on ne se remet pas comme ça en un claquement de doigts en 1 semaine, 15 jours. Non, ça prend des années, voire on a des séquelles à vie. Donc, si vous avez détecté des signaux, ce qu'a donné Annie pendant l'épisode, demandez de l'aide, tout simplement. Prenez un peu de recul. Dites un peu plus souvent non aux autres. Essayez de comprendre
d'où proviennent ces sources de stress qui sont énergivores. Prenez juste un petit peu de temps aujourd'hui pour gagner en temps, en énergie, en sérénité dans les semaines, les mois à venir et ne pas descendre, aller jusqu'à ce burn-out. Quand je dis vous faire aider, c'est peut-être consulter un médecin qui va être spécialisé dedans. Ça peut aussi tout simplement déjà demander de l'aide à votre entourage en disant voilà, là je me sens hyper fatiguée, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire comme ça? Dire quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, où est-ce que ça ne va pas, quelles sont les valeurs qui sont bafouées, toutes ces choses-là, et apprenez à vous recentrer sur vous, qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est vraiment primordial et indispensable pour éviter d'aller jusqu'à cette extrême limite qui fait que vous n'êtes même plus en état de vous occuper des autres. Vous ne vous occupez pas de vous, mais vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Donc si vous ne pensez pas à vous pour vous, pensez à vous pour les autres. J'ai fini avec mon petit laïus, mais j'espère que vous comprendrez l'urgence pour certaines d'entre vous de lever le pied et de comprendre comment vous en êtes arrivé là et surtout de faire en sorte d'en sortir. Donc vous pouvez retrouver Annie sur son compte Instagram annieprévost.aujourlejour. Je vous mets le lien dans le descriptif ainsi qu'un lien récap de tous ces liens. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver sa boîte à outils planification qui est offerte. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et si cette force de groupe, vous avez envie de la retrouver, vous avez envie d'échanger, de partager dans toute bienveillance, dans le non-jugement avec d'autres femmes, pensez à regarder le cercle des pépites. Nous serons, nous, jolies pépites, ravis d'accueillir une nouvelle pépite parmi nous pour aller vers notre mieux-être, pour mieux nous comprendre, mieux nous connaître et avancer en fait ensemble vers la vie qui nous ressemble. N'hésitez vraiment pas. Je vous mets également le lien dans le descriptif. Et si vous avez des questions, vous savez bien sûr où me trouver. Cet épisode est donc terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, belle journée, belle soirée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, peu importe. Prenez soin de vous.